Le carton invité de ce jour s'intéresse à la célébration de la Journée nationale de la liberté de la presse. Et pour en parler, je reçois pour vous Geoffroy Vaha. Il est journaliste et directeur général adjoint des médias à 2TGP. Et nous avons également Boukari Ouba qui est journaliste d'investigation au journal Le Reporter. Bonjour et bienvenue à vous. Bonjour Cherche, bonjour aux téléspectateurs. Alors, nous allons commencer nos échanges. Je me tourne vers vous, Boukari Ouba. Déjà, quand on parle d'une telle journée dédiée à la liberté de presse, qu'est-ce que ça représente pour vous? Qu'est-ce que ça représente? Ça représente un souvenir. D'aucuns pourront parler de commémoration ou de célébration, c'est selon. La petite histoire de cette date, c'est quoi? C'est que le 20 octobre 1993, à l'initiative du MBDHP, le mouvement burkinabé des droits de l'homme et des peuples, ainsi que d'autres organisations de la société civile et d'organisations professionnelles des médias, il y a une pétition qui a été déposée devant l'Assemblée nationale pour demander la relecture du Code de l'information de l'époque, dont le Code de 1993, qui était jugé assez liberticide. Et donc, de 1993 à aujourd'hui, ça fait plus de 30 ans. Mais nous ne sommes qu'à la 27e édition de cette journée, parce que c'est finalement en 1997 que pour la première fois, on avait décidé donc de consacrer cette date-là, le 20 octobre, comme étant la journée nationale de la liberté de la presse. Tout le monde connaît déjà le 3 mai comme la journée mondiale de la liberté de la presse, mais on pense que, bon, au-delà des références internationales, au niveau national aussi, on peut bien sûr avoir nos repères qui constituent des dates importantes dans l'évolution de notre presse. Donc voici un peu la petite histoire du 20 octobre. Et donc depuis 1997, chaque année, les acteurs du monde des médias organisent effectivement des activités autour de cette date-là. C'est ce que nous venons de faire cette année. Alors, Geoffroy Vaha, 97-2024, ça fait plusieurs années où l'on consacre une journée à l'occasion de la liberté de la presse. Qu'est-ce qu'elle représente pour vous, cette journée? Bon, en tant que journaliste, évidemment que c'était un moment important, parce que c'est l'un des fondements de notre métier, parce que sans liberté, c'est difficile de faire ce métier. Maintenant, qu'est-ce qu'on met dans cette liberté? Ça aussi, c'est un élément qui aujourd'hui est de discussion. Et c'est pour cela, quand on en est à ce jour-là, vous verrez que, je vais dire, il y a beaucoup de perceptions, beaucoup de choses qui se disent. Oui, les journalistes, ils veulent plus de liberté pour faire quoi? Mais qui ne veut pas de liberté dans son métier? C'est la question que je me pose de façon fondamentale. Qui ne veut pas être libre dans son métier? Donc quand vous le voulez pour vous, accepter que les autres le veuillent aussi pour eux. Maintenant, il n'y a pas de liberté liberticide voulue ou bien de liberté qui aille au-delà de ce que nous devons préserver ensemble. Maintenant, donc, il y a le caractère contextuel des choses, mais je pense que parler de liberté, on a l'impression que quand vous sautez le mot, voilà, c'est comme un épouvantail. Alors que non, si chacun le veut pour lui, que le journaliste, c'est naturel aussi. Alors, Boukari Ouba, déjà on est de plein pied dans la discussion. Comment se porte notre métier, le journalisme, dans un contexte qu'on connaît, la situation sécuritaire, la montée en puissance des nouvelles technologies avec l'intelligence artificielle et tout? Comment se porte notre métier? Le métier se porte mal, très mal. Mais déjà parce que le pays aussi se porte mal, très mal. Voilà. Donc le contexte national marqué par la crise sécuritaire est un facteur qui impacte beaucoup le travail des médias, aussi bien au Burkina que dans d'autres pays autour de nous, au Mali, au Niger. Partout où il y a des situations de guerre, c'est des endroits où la presse souffre énormément. Donc il y a bien sûr l'impact de la sécurité. Et il y a le contexte politique, le fait que nous sommes en situation de transition avec des autorités militaires qui sont au pouvoir, donc avec un certain nombre de mesures, bien sûr, qui ne sont pas des mesures qui sont favorables à la liberté d'expression et à la liberté de la presse. Donc ça également, ça impacte beaucoup et négativement sur la liberté de la presse. Vous avez vu à l'occasion, on a rappelé d'ailleurs l'étude qui a été réalisée et dont les résultats avaient déjà été présentés en mai dernier, donc avec la note de 1,96 sur 4, ce qui montre que on n'a pas la moyenne sur la période de 2023 par exemple. Voilà.
D'autres facteurs, ce sont les mutations technologiques. Voilà, en fait, ce sont ces différentes facettes-là qui ont été mises en exergue à l'occasion de cette célébration-là, lorsqu'on parle d'alerte sur la mise à mort du journalisme. Aujourd'hui, s'il y a quelque chose qui tend à tuer la presse aussi, c'est bien sûr les mutations technologiques. Vous vous rendez compte que 10 ans en arrière et au-delà, la presse écrite se portait pas du tout mal, pour ne pas dire même bien. Mais aujourd'hui, la presse écrite a beaucoup de difficultés parce qu'il y a le numérique qui est là, il y a des nouveaux acteurs de l'information qui sont apparus. Des gens pensent que pour être informé, il suffit le matin d'être en train de scroller sur son téléphone portable, voilà, de zapper de pages Facebook en page Facebook, et puis on est informé. Mais non, il faut aller au-delà. L'information, bien entendu, le journaliste n'a plus le monopole de l'information. Mais la vraie information, l'information dans son sens, j'allais dire complet, c'est véritablement recourir aux médias. Et quand je dis médias ici, je pense surtout aux médias professionnels. Voilà, la radio, la télévision, aujourd'hui les journaux en ligne qui sont des médias aussi professionnels, et bien entendu la presse écrite. Mais de plus en plus, on constate justement que des gens pensent qu'ils peuvent se passer de ces médias qui sont des médias traditionnels, qui sont des médias professionnels, et se contenter de s'informer sur d'autres canaux, sur d'autres plateformes qui sont beaucoup moins professionnels. Donc voici un peu ces facteurs-là qui aujourd'hui véritablement tend à tuer le métier du journalisme. Si je me réfère à la digitalisation, est-ce à dire que pour vous la digitalisation a un effet néfaste sur le métier du journalisme? En fait, c'est le couteau à double tranchant. Voilà, c'est aussi bien comment je vais dire, des difficultés que ça crée au métier de journaliste, mais c'est aussi des opportunités. Et je crois que le gros problème, c'est justement parce que nous, en tant qu'acteurs des médias de Burkina, la presse burkinabé n'a pas encore réussi à saisir toutes les opportunités qu'il y a dans ces mutations technologiques là, dans le numérique. Parce qu'on l'a dit, et hier, le panéliste, on n'avait pas trouvé mieux que d'avoir le docteur Syriac Paré, fondateur du tout premier journal en ligne au Burkina, et il est d'ailleurs le président de la fédération des médias en ligne au niveau de notre sous-région, donc en Afrique de l'Ouest. Donc c'était la personne la mieux indiquée. Donc il a montré véritablement qu'il y a beaucoup plus d'opportunités, bien sûr, à saisir avec ces mutations technologiques, avec ce numérique. Mais si aujourd'hui on pense que ça nous crée plus de difficultés, c'est parce que nous ne sommes pas arrivés justement à tirer le maximum de profit justement de ce nouvel ère-là qui est l'ère donc du numérique. Alors, Geoffroy Vara, dans le miroir de notre métier, il y a la situation sécuritaire, il y a justement l'ère du numérique avec la digitalisation, l'intelligence artificielle. Comment est-ce qu'on se porte dans ces conditions? Il y a une réalité, je pense que tout à l'heure, Moba le disait, c'est que nous avons perdu le monopole que nous pensions avoir sur le traitement et puis la dissémination de l'information. Aujourd'hui, c'est cela. Où nous devrions, nous en tant que journalistes, en tant que médias, nous positionner maintenant autrement. Si vous êtes dans la célérité pour donner l'information, je pense que hier, Syriac Paré, lorsque moi je réalisais un peu les comptes rendus, le disait, il y a la porte ouverte aux fake news, il y a la porte ouverte aux mauvaises informations que vous donnez. Est-ce que le média peut se positionner dans la même célérité que certains influenceurs, certains canaux, quelquefois non maîtrisés de dissémination d'informations? Non, il y a un problème. C'est-à-dire que le média doit être celui vers lequel on se tourne pour se dire, est-ce que l'information, elle est vraie? Parce que on lui connaît dans le process d'exercice du métier de journaliste, une rigueur qui est celui de la vérification de ses sources, du recoupement d'un certain nombre d'éléments. Donc, on a obligation maintenant de se positionner autrement, de faire même des exigences de notre métier notre caractère vendable essentiel aujourd'hui. Mais si vous voulez aller vous réveiller le matin, quelquefois, c'est sur ces réseaux-là que vous apprenez certaines nouvelles, et c'est à partir de cela aussi que vous commencez à développer un certain nombre de sujets anglais pour un meilleur décryptage, quelquefois pour des personnes qui ne maîtrisent pas forcément cette information-là, et puis pour une meilleure approche de la chose. Donc, pour moi, c'est un plus.
Maintenant, il va falloir le dompter, il va falloir se mettre à jour. Et pour moi, c'est ça aussi le défi pour le métier que nous faisons. L'une des conséquences aussi, c'est qu'on a des téléspectateurs et auditeurs qui sont devenus de plus en plus exigeants, qui se permettent parfois de comparer l'annonce du journaliste à celui de quelqu'un sur les réseaux sociaux. Mais c'est là où il faut être crédible. C'est là aussi où il faut être crédible. Si vous vous retrouvez dans des situations à être reconnu à chaque fois pour avoir donné des informations qui se sont avérées pas bonnes, vous devenez de moins en moins crédible. Maintenant, je dis c'est une question de célérité parce que tout le monde veut être le premier à donner l'info. Et ça, je dis toujours, il faut faire beaucoup de prudence. Nous, on prend le temps du recoupement, ce que certains ne font pas. Et puis, bon, vous avez un influenceur, vous avez quelqu'un qui est sur les réseaux, lui, il balance. Si 10 informations données, s'il n'en a que 4 qui sont bonnes ou bien une seule, bon, il n'y a pas de problème. On dit avec lui, quelquefois, il donne de bonnes informations. Mais avec un média, le jugement est tout autre. Ce qu'on retient, c'est plutôt les mauvaises informations que vous donnez. Donc, il faut faire beaucoup attention. Et puis, il y a le contexte dans lequel nous sommes, où le sujet premier, c'est la question de sécurité, c'est ce qui intéresse le plus. Et nous, il faut le dire de façon très claire, on n'a pas l'accès souvent à la source première. Et là-dessus, il y a beaucoup même qui ont décidé de ne pas traiter un certain type de sujet au regard d'un certain nombre d'éléments. Mais il y en a d'autres toujours sur les réseaux sociaux qui arrivent à donner des informations de première main, n'étant même pas ici. Donc c'est cela la réalité. Et ce n'est pas faute d'avoir essayé, Boukari Oba, quand on regarde désormais sur les réseaux sociaux, tous ceux qui ont plus de 5000 followers, ils sont désormais réglementés comme s'il s'agissait de médias. C'est aussi une tentative de l'autorité d'assainir le milieu. Oui, comme s'il s'agissait de médias, mais ça n'en fait pas des médias. Et c'était bien justement d'assainir le milieu. Parce que aujourd'hui, vous savez, aujourd'hui, la presse professionnelle souffre beaucoup plus de l'image justement de ces réseaux sociaux qu'on prend très souvent pour coller à la presse. Vous savez, pour beaucoup de gens, voir une publication sur Facebook, tout de suite, on attribue ça aux journalistes. Un web activiste, pour ne pas dire un web actif, comme moi je les appelle, parce que être activiste, c'est avoir véritablement une cause bien définie qu'on défend. Alors que c'est des gens souvent qui n'ont pas forcément une ligne bien définie, ils sont sur tous les sujets. La seule chose, c'est qu'effectivement, ils ont beaucoup de suiveurs, donc de followers. Voilà. Donc, un web actif qui publie régulièrement, pour beaucoup de gens, il est tout de suite vu comme un journaliste. Donc, il suffit de voir une publication effectivement qui dérange sur les réseaux sociaux et donc on dira que les médias ont fait ci, les médias ont fait ça, alors qu'il ne s'agit pas des médias. Vous savez très bien que tout ce que vous voyez sur les réseaux sociaux, la presse professionnelle n'est même pas capable de faire le dixième. Je ne sais pas, vraiment, il y a tellement de choses inimaginables que vous pouvez rencontrer sur les réseaux sociaux. Mais en aucun cas, ça ne peut sortir sur une chaîne de télévision, être entendu sur une radio ou diffusé sur une presse écrite. C'est impossible. Donc, il était nécessaire effectivement de réglementer même ce milieu parce qu'avant tout, c'est des médias, quand bien même ça peut ne pas être des médias professionnels. Et le Conseil supérieur de la communication, qui est l'instance de régulation, avait le devoir justement d'avoir un regard là-dessus. Maintenant, le débat reste sur est-ce que c'était la bonne manière, parce que bon, ailleurs ils sont à 25 000, c'est l'exemple de la Côte d'Ivoire. Au Burkina Faso, on est à 5 000. Moi, j'ai eu l'occasion de participer à ces discussions lors de l'adoption de la loi. Je me suis toujours posé la question, quelle est la pertinence du thème? Pour moi, quelqu'un qui fait l'incitation à la haine, même s'il a un seul follower, il mérite effectivement d'être interpellé. Donc, ce n'est pas une question du nombre de suiveurs, ça ne compte pas. C'est le contenu qui doit déterminer. Si vous dites des choses qui ne doivent pas être dites, vous méritez d'être interpellé tout simplement. Geoffroy, quelle est votre opinion par rapport à cette tentative d'assainissement que nous avons de la part de l'autorité, l'organe de régulation, le CSC, où non seulement pour quelqu'un qui a 5000 followers, eh bien, il se retrouve être régulé au même titre qu'un média. Il y a aussi cette donne-là. Non, c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de dérives. Sur les réseaux sociaux, vous y allez, vous verrez beaucoup de choses qui ne sont même pas acceptables. Vous dites, bon, on a l'impression que comme c'est du virtuel, les gens peuvent se permettre ce qu'ils ne peuvent pas se permettre dans la vie de tous les jours. Alors que c'est un prolongement de vous.
et vous êtes lu, vous êtes vu. Donc, ça doit tomber sous le coup de la loi. Maintenant, c'est quelles sont les capacités données au CSC de pouvoir réguler. C'est la question maintenant qui pour moi est principale ici. Minimum 5000 followers, il y en a combien? Comment on fait cette police-là, cette gendarmerie derrière? Et puis, il y a aussi qu'il faut une certaine équité dans l'approche. Parce qu'il y en a aussi qui ne sont même pas sur le sol burkinabé, mais qui sont ailleurs, mais qui abordent ces actualités, qui on les appelle à la haine et tout. Comment on les traite? Selon votre positionnement pro ou anti, quoi on dira, vous êtes toléré ou bien voilà, vous êtes plutôt comment dire ça, pressé ou pressé. Donc il faut peut-être une équité. C'est-à-dire que l'appel par exemple à la haine, quel que soit qui on est, ce n'est pas des choses qui peuvent passer. Donc il y a un gros travail en tout cas à faire, et je dis ça va avec des moyens, et c'est ce qu'on attend. Parlant de liberté de presse, Boukari Oba, pour 2023 on a vu le rapport, on parle d'une note de 1,96 sur 4. Comment est-ce qu'on en est arrivé là en termes de recul? Comment on en est arrivé là, c'est le contexte. Il avait décrit à travers peut-être 2 ou 3 facteurs. Il avait parlé du contexte sécuritaire, du contexte politique et de l'évolution du numérique justement. Voilà. Sur des aspects pratiques, vous vous rendez compte qu'aujourd'hui, vous animez il n'y a pas si longtemps une émission ici. J'étais bien content d'être souvent votre invité. Je crois que c'est la tribune des éditos. J'ai cru comprendre que vous êtes allé en congé, mais depuis apparemment vous n'êtes pas de retour de congé ou de vacances. Donc quand on constate avec un certain nombre de changements apportés. Donc quand on constate que des émissions comme ça disparaissent, c'est vrai que ça certainement que ce n'est pas encore pris en compte dans le rapport de 2023, mais voici des éléments comme ça qui peuvent jouer probablement sur la note de Burkina Faso en 2024. Si effectivement il y a des émissions de grande audience, de grande écoute qui disparaissent des plateaux, et qu'on tend à une sorte de comment on va dire, d'uniformisation de l'information, alors que la qualité première des médias, c'est quoi? C'est la diversité, c'est le pluralisme. Voilà, aujourd'hui, nous sommes sur Truth TV. C'est bien qu'on puisse entendre sur Truth TV des choses qui sont différentes de ce qu'on va entendre sur Savane Média, qui sont différentes de ce qu'on peut entendre sur Omega ou ce qu'on peut entendre sur la télévision nationale. Mais si jamais on dit la même chose sur la télévision nationale et que c'est la même chose que Truth TV doit dire, Omega doit dire et tout autre média que vous prendrez, on n'est plus véritablement dans l'essence de ce que doit être la presse. Parce que refléter les opinions, et les opinions sont plurielles. Voilà, elles peuvent être contradictoires. Et c'est ça qui fait le charme et l'essence de la presse. Donc, la note de 1,96, elle est obtenue comment? Parce que très souvent, justement, on a envie de condamner celui qui a mené l'étude, le consultant ou l'auteur de l'étude, qui est le centre de presse Norbert Zongo. Mais non, comment ça se fait? C'est un panel de personnes qui notent. Et véritablement, cette note de 1,96, beaucoup de gens l'attribueraient tout de suite aux autorités politiques. Or non, il y a la part de responsabilité des autorités politiques. Parce qu'on va noter l'environnement politique dans lequel s'exerce le métier du journalisme. Mais il y a la gouvernance des médias. Quand vous prenez par exemple le rapport à ce niveau, vous verrez que la gouvernance des médias n'a pas obtenu la moyenne de 2 sur 4. C'est pour dire quoi? Que vous prenez un média X, vous verrez que le média il n'est pas forcément bien géré. Vous connaissez aujourd'hui les conditions de vie et de travail par exemple des journalistes. On a une convention collective de pratiquement 20 ans qui n'est pas mise en œuvre. Donc, quand vous avez des journalistes qui sont clochardisés comme ça, c'est tout ça la note de 1,96 sur 4. La façon dont on accède au milieu, les questions de régulation. Donc, c'est beaucoup de choses en fait. Donc, il y a ce qu'on appelle des indicateurs. Je crois que ça doit être jusqu'au nombre de 7 indicateurs. Et c'est chaque indicateur qui est noté et à la fin, on fait la moyenne des notes de tous ces indicateurs-là pour obtenir la note nationale qui est cette année de 1,96 sur 4. Et il faut rappeler que cette note, en réalité, elle est en baisse, elle est en chute libre. Ce n'est pas du jour au lendemain qu'on est arrivé à cette moyenne-là qui ne nous satisfait pas. C'est depuis au moins 2018
depuis au moins 2018, je crois que c'est en 2016 qu'on avait obtenu une de nos meilleures notes, où on s'était classé premier en Afrique de l'Ouest ou en Afrique francophone. Mais depuis 2018, la note, elle est décroissante. Et donc, cette année, on est à 1,96. Pour tous ceux qui ont suivi, en fait, l'évolution, je pense que certains, peut-être, n'avaient jamais écouté le compte-rendu de ce rapport-là. Cette année, ils le découvrent et ils sont choqués. Mais tous ceux qui ont suivi l'évolution trouvent que c'est même une évolution normale et que peut-être la note de 1,96, c'est peut-être une bonne note au regard, justement, de cette baisse croissante donc, de la note de Burkina Faso en matière de liberté de la presse. À l'endroit des auditeurs qui nous prennent en marche, sûrement sur la radio Watt FM, sachez que vous êtes bien au carton, l'invité du déj matinal info de Twi TV et Watt FM, et nous parlons aujourd'hui de la liberté d'expression et de presse au Burkina avec cette journée qui a été célébrée le 20 octobre. Jofava, on a écouté tout à l'heure Boukari Oba justement par rapport à ce recul. Quand on regarde la note 1,96 sur 4, on a eu les éclaircissements. Beaucoup de citoyens le disent tout net, ils estiment que dans un pays où il n'y a pas la sécurité, où il n'y a pas la stabilité, dans un pays qui est en quête de paix, cette liberté ne saurait être donnée parce qu'elle se doit d'être adaptée aux conditions du pays. Qu'est-ce que vous en pensez? Je pense que la question du contexte, c'est ce que vous mettez ici en avant. La question du contexte n'est pas discutable. Pour moi, c'est une réalité. La question du contexte n'est pas discutable. On sait ce que le Burkina est en train de traverser. Et ça va avec un certain nombre d'éléments. Maintenant, est-ce pour autant que certaines choses devraient passer, dire, accepter comme ça? Je prends un exemple tout simple. On a vu un de nos médias sur la place être visité. Vous vous rappeliez, on avait même reçu l'ancien président du CSC ici, on l'avait questionné là-dessus. Quand on regarde ça, c'est des menaces. C'est une pression, c'est une menace à peine voilée. Ça, par exemple, pour moi, c'est des lignes rouges qu'on dépasse. C'est des lignes rouges qu'on dépasse. Est-ce qu'il y a eu il y a des manques de professionnalisme? Parce que quelquefois dans l'approche, j'ai l'impression qu'il y a des éléments de biais. Maintenant, on comprend qu'il y a une autre lutte aussi. Moi, je pense que, parce que là, on fait de l'analyse, là, il y a une autre lutte, il y a une autre dimension à prendre en compte. C'est que, parlant du contexte, justement, la grande question qui est posée, c'est quel est le rôle du média dans la situation. Il y a ceux qui se disent que le rôle du média, c'est d'accompagner. Maintenant, accompagner comment? Et accompagner quoi? Ça encore, c'est des éléments dans lesquels il faut mettre du contenu. Et pour d'autres, il faut par moment aussi rendre service en disant ce qui ne va pas. C'est des approches qui sont aujourd'hui, comment on appelle ça, que les gens mettent un peu en antagonisme sur la table. Est-ce que la critique objective ne construit pas? Maintenant, qu'est-ce que la critique objective? Jusqu'à quel moment on conçoit la critique objective? C'est là où on devient sélectif, des fois partial et partiel dans l'approche. Et même encore, j'ai dit, c'est une question d'analyse. Dans le fond, comment les médias même sont perçus? C'est ça. Comment les médias sont perçus? On a eu un excellent travail, par exemple, sur la question de la spirale du silence. Je pense que c'est Noël Neumann, 74, dans son travail qui a été mené sur les élections de 72 en Allemagne. On voit qu'il y a d'abord une tendance claire. Et à la dernière minute, tout le monde se braque et fait un autre choix dans le vote. Et quand on regarde, ce sont les médias qui ont travaillé avec une opinion publique qui a été servi. Et la grande question qui était au fond, c'est les médias, qu'est-ce qu'ils sont? Sont-ils le révélateur de l'opinion publique, ou bien ils viennent même en amont comme précurseurs, comme constructeurs de l'opinion publique? Et quand vous regardez l'étude dit quoi à la fin? Que les médias de masse deviennent le constructeur de l'opinion publique. Et mais c'est normal. Le pouvoir, à un moment donné, quand il a en face le constructeur de l'opinion publique, sachant justement que c'est de cette opinion-là que tout dépend à la fin, parce que c'est une question de perception, et c'est de cela que quelquefois la trajectoire qui est la vôtre, qui est votre futur sera dessinée, vous cherchez à contrôler. C'est la question de fond. C'est le rôle du média. Si le constructeur d'opinion publique, à un moment donné, c'est qu'est-ce qu'on veut
en termes de pensée, qu'est-ce qu'on veut en termes de dirigisme. C'est ça qui revient dans la tête de celui qui décide. Et c'est face à ce choc-là que nous sommes aujourd'hui. Ça, il ne faudrait pas se leurrer. Donc, quand quelquefois on fait le débat, par exemple, de la liberté, on oublie, nous on est sûr, on est souvent jaloux de notre métier et de la façon dont ça doit être exercé. Mais cela s'imbrique dans un élément qui est beaucoup plus large et qui fait que les pouvoirs, souvent, ont la lecture, et ils ne se trompent pas forcément, de ce que les médias soient ceux qui travaillent et qui fabriquent l'opinion. Faut-il le laisser libre? Ils font le choix. Je pense que ça, c'est un élément fondamental. Ils font ce choix, peut-être Boukari Oba, mais un choix qui souvent est incompris par nos propres téléspectateurs, nos auditeurs. Le professeur Mahamadé Sawadgol l'a relevé hier au cours du panel. Il dit que l'opinion publique ne soutient pas assez la presse dans un tel contexte. Est-ce que vous comprenez? Oui, puisque sa communication, c'était la presse et l'opinion publique à la pensée de Norbert Zongo. Et vous savez que l'un des actes forts de cette 27e journée nationale de la liberté de la presse, ça a été la reprise des éditoriaux de Norbert Zongo. Je dois préciser qu'à chaque 20 octobre, il y a un message, le message du 20 octobre qui est délivré. Et cette année, il n'y a pas eu un message autre que l'éditorial de Norbert Zongo. L'éditorial qui est intitulé « Ne brisons pas le rempart », qui est un éditorial qui date du 31 août 1993. Ça fait exactement 31 ans. Donc un éditorial de 31 ans qui est toujours d'actualité. On a diffusé également 3 autres éditos, dont l'éditorial « Presse burkinabé cherche opinion publique ». Je crois que j'invite tout simplement les Burkinabés, qui qu'ils soient, à prendre connaissance de ces éditoriaux-là. La question fondamentale, c'est quoi? Norbert Zongo disait donc presse burkinabé cherche opinion publique, parce qu'effectivement, il n'y a pas de presse sans opinion publique et il n'y a pas d'opinion publique sans presse. Et il dit que l'opinion publique est à la presse, c'est que la sève est à l'arbre. L'opinion publique est à la presse, c'est que la sève est à l'arbre. Donc c'est une question de complicité, de complémentarité. Sans la presse, l'opinion publique n'est rien. Et sans l'opinion publique, la presse également n'est rien. Mais je crois aujourd'hui, au regard du contexte, la vraie question que moi je me pose, c'est sur la qualité de notre opinion publique. Parce que tout repose là. Voilà. Si vous avez une bonne opinion publique, naturellement, ça va induire une bonne presse. Peut-être que si vous avez une bonne presse aussi, ça peut induire... une opinion publique qui recherche juste la paix, qui recherche le retour de ces personnes déplacées internes et qui ne veut entendre autre son de cloche. Ça, c'est pas l'opinion publique qui recherche ça, c'est le peuple burkinabé qui le recherche. C'est le peuple, parce que voilà, on n'est pas ça, c'est pas sur la question de l'opinion. Aujourd'hui, la priorité des priorités, et ça, comme je l'ai dit, très souvent les gens ont mal compris la presse, ou peut-être on fait exprès. Je crois qu'il y a peut-être même une sorte d'ingratitude vis-à-vis de la presse et des acteurs des médias. Dans cette lutte contre le terrorisme, les médias ont été avant-gardistes. Les médias ont été avant-gardistes. Voilà. Parce que des gens n'ont pas attendu qu'un régime X ou Y vienne pour que la presse soit à ce niveau de critique-là. Voilà. La presse était critique de tout temps de la gouvernance. Parce qu'en réalité, c'est son rôle comme ça. C'est son rôle comme ça. La presse doit être perçue comme un outil d'aide à la décision. C'est un outil d'aide à la décision. Si ce que je suis en train de dire ici, si c'est pour plaire au chef de l'État, par exemple, mais à quoi ça sert ce que je suis en train de dire? Ce que je suis en train de dire et qui pourrait lui être utile, c'est de lui dire ce qui n'irait pas bien, ce qui peut être changé. Et c'est pour ça que les chefs d'État ont besoin des conseillers. Lesquels conseillers, souvent, finissent par devenir effectivement des gens qui ne vont chanter que les louanges, qui ne pourront pas dire ce qui ne va pas. Mais en ce moment, il est important qu'on ait toujours une presse qui continue de refléter l'opinion publique, la vraie opinion publique, pour que les gens ne disent pas des choses juste pour plaire. Et donc, le rôle de la presse, c'est d'être un outil d'aide à la décision. Et la presse ne peut pas être un outil d'aide à la décision si la presse doit être monotone, si la presse ne doit dire que des choses qui plaisent. Donc, pour moi,
cette question de l'opinion publique, la question fondamentale qu'il faut se poser, c'est sur la qualité de cette opinion publique. Et ça aussi, Norbert Zongo le dit parfaitement. On est dans un pays où des gens peuvent être à gauche le matin et être à droite le soir. Vous savez comment ce pays a beaucoup évolué. On a longtemps parlé du nomadisme politique. Voilà, vous voyez un dirigeant, un chef politique qui peut être dans un parti de gauche, après il va à droite, après il est centriste, il est tout. Nos hommes politiques, hier ils étaient avec tel régime, aujourd'hui ils sont avec tel autre régime. Et les populations qui quelque part peuvent être pris comme des militants, des adeptes, ils votent au même gré que ces leaders politiques. Et ça ne permet pas de construire une vraie opinion publique qui soit fondée sur des valeurs, sur des principes et qui permettent effectivement qu'on puisse stabiliser quelque chose. Si aujourd'hui on peut être à gauche, demain ça suffit pour être à droite, et très souvent sans raison, il va de soi qu'effectivement on soit dans une instabilité pratiquement chronique. Nous sommes pratiquement au terme de ce carton invité. Dernière réaction en 30 secondes, Géoffava. Je pense dans l'une des chroniques de Norbert Zongo, lesquelles ont été publiées, il disait ceci, c'est que parlant de la presse, il dit qu'elle tire sa force, sa responsabilité, sa crédibilité du public. Il dit ça, on ne va cesser de le dire. Pourquoi? Qu'est-ce que nous valons si on n'est pas lu, on n'est pas regardé, on n'est pas écouté, et qu'on ne sent pas chez nous un certain engagement à dire les choses comme il se devrait. Et je dis toujours, dans la forme constructive des choses. Parce que, vous savez, souvent, on fait le procès à ceux qu'on dit journalistes qui ne le sont pas. Ou bien, quelquefois, on méconnaît la retenue même du journaliste et relativement à un certain nombre d'informations même qu'il a. Ça, c'est souvent des éléments qui ne sont pas mis dans la balance pour la question de l'appréciation. Mais je pense que c'est des éléments qui évoluent et il y aura des jours meilleurs. Ainsi prend fin ce carton invité du DEJ Info de Truy TV et Watt FM. Truy TV, la télé interactive.